Salam alaikum Aïzet Talaba. Aujourd'hui, on va voir le premier chapitre du module immunologie destiné aux étudiants en deuxième année LMD biotechnologie. Alors, comme introduction, l'immunité, c'est un système qui assure une protection efficace de l'organisme contre une agression externe, que ce soit bactérienne, virale ou bien parasitaire. Elle se base sur deux types d'immunité, l'immunité naturelle et l'immunité spécifique. Alors, pour l'immunité spécifique, elle se base sur deux types d'immunité, l'immunité à médiation cellulaire et l'immunité à médiation humorale. Alors, on va essayer de faire une petite comparaison entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, c'est une immunité qui attaque n'importe quelle bactérie ou bien pathogène qui pénètre à l'intérieur du corps. Elle est non spécifique. Alors que l'immunité adaptative, elle est spécifique, c'est-à-dire elle est spécifique aux pathogènes qui pénètrent. D'accord? Donc, l'immunité innée, elle se base sur la barrière cutanéo-muqueuse et elle ne dépend pas de l'antigène, alors que l'immunité adaptative, elle dépend de l'antigène qui pénètre. L'immunité innée, elle s'installe rapidement, alors que l'immunité adaptative, elle prend un certain temps pour s'activer. D'accord? Il n'y a pas de mémoire lorsque l'immunité innée est activée, alors que l'immunité adaptative, elle présente une mémoire immunitaire grâce aux lymphocytes B mémoire et lymphocytes T mémoire. Tout d'abord, on va commencer par l'immunité innée. L'immunité innée se base sur un module constitutif et un module induit. Le module constitutif, caractérisé par la barrière cutanéo-muqueuse. Le module induit, basé sur les cellules et sur le complément, sur les protéines qui circulent dans le sang. Tout d'abord, on va commencer par la barrière cutanéo-muqueuse. Je représentais ici le schéma de la peau histologique, le schéma histologique de la peau, et ici la muqueuse nasale, par exemple. En général, ces deux barrières, ils assurent une protection mécanique, biochimique et une protection biologique. Tout d'abord, on va commencer par la peau. La peau, on remarque très bien qu'elle est formée de plusieurs couches de cellules épithéliales. Ce tissu pluristratifié empêche la fixation du pathogène sur la peau. De plus, cette protection mécanique, elle est assurée aussi par la couche cornée dont les cellules contiennent de la kératine. Cette kératine, elle rigidifie la surface et rend la peau imperméable à la plupart des pathogènes. On remarque très bien que c'est des cellules qui sont très bien jointives et ne présentent aucun espace intercellulaire. Donc, ceci aussi empêche la pénétration du pathogène. Et en général, la surface supérieure, elle se desquame, ce qui va encore empêcher la pénétration et la fixation du pathogène. Ça, c'est la protection mécanique. Pour la protection biochimique, alors la peau, elle libère du sébum et de la sueur qui s'opposent en général au développement des bactéries pathogènes. On a aussi une protection biologique qui est assurée par une flore commensale qui vit en symbiose avec l'homme. D'accord? Donc, elle contient des bactéries saprophytes, limitant ainsi le développement des germes pathogènes. Pour la muqueuse, elle aussi, elle assure une protection mécanique, biochimique et biologique. La muqueuse, comme protection mécanique, elle s'effectue grâce aux cils vibratiles. Ces cils aident le mucus chargé de pathogènes à être évacué vers l'extérieur. La protection biochimique, elle est caractérisée par la présence de sécrétion de ce mucus qui est libéré par les cellules de la muqueuse nasale et ce mucus piège le pathogène. D'accord? Il y a aussi, si on prend par exemple l'estomac, l'acidité de l'estomac, elle empêche le développement des bactéries. L'acidité du vagin aussi empêche le développement des bactéries, etc. Pour une protection biologique des muqueuses,
Alors, il existe au niveau, par exemple, de la muqueuse intestinale, une flore commensale qui se retrouve au niveau de la muqueuse intestinale et respiratoire. On l'appelle la cellule de Panette. La cellule de Panette, c'est des cellules qui produisent des substances qui détruisent le pathogène. Par exemple, la cellule de Panette de la muqueuse intestinale produit la défensine alpha. La cellule de Panette de la muqueuse respiratoire produisent la défensine bêta. Alors, ces deux molécules détruisent les pathogènes. On a aussi, par exemple, une flore commensale au niveau du vagin, appelée le bacille de Doderlin. Il crée un milieu acide défavorable au développement des pathogènes. Voilà concernant la barrière cutaneo-muqueuse comme protection mécanique, biochimique et biologique. Maintenant, on va voir le module induit basé sur les cellules et sur les protéines circulantes. Alors, les cellules, donc c'est un frottis sanguin qui nous montre les différentes cellules du système immunitaire. On a les monocytes, on a les polynucléaires éosinophiles, basophiles, neutrophiles, on a les naturels killers. D'accord? Donc, pour les monocytes, ou bien je prends tout d'abord les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires en général, c'est des cellules polylobées. D'accord? C'est-à-dire qu'elles ont plusieurs lobes au niveau de leur noyau. Pour les polynucléaires neutrophiles, ils sont trilobés. Pour les polynucléaires basophiles et éosinophiles, le noyau est bilobé. Donc, la durée de vie des polynucléaires neutrophiles, elle est de 6 à 10 heures et elle représente 50% des leucocytes circulants. Les polynucléaires éosinophiles, elle a une durée de vie de 7 jours et elle représente 1 à 3% des leucocytes circulants. Pour les polynucléaires basophiles, elle a une durée de vie de 7 jours et représente une valeur inférieure à 1% des leucocytes circulants. D'accord? Très bien. Concernant les polynucléaires, en général, on peut les appeler aussi des granulocytes. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent au niveau de leur cytoplasme des granules. D'accord? Alors, par exemple, pour le polynucléaire éosinophile, ces granules, elles se colorent d'une coloration rouge-orangée suite à l'action de l'éosine. Et en général, ces granules contiennent des substances toxiques contre les parasites. Pour les polynucléaires basophiles, elle a une granulation qui se colore d'une couleur violette suite à l'action du bleu de toluidine. En général, elle est très riche en histamine, une molécule très puissante pour provoquer la vasodilatation et déclencher la réaction inflammatoire. D'accord? Donc, on a aussi les natural killers. Les natural killers, ce sont de grandes cellules. D'accord? Elles dérivent de la lignée lymphoïde. Elle a une durée de vie de 15 jours et elle représente 3% des leucocytes circulants. Donc, c'est des cellules qui assurent la destruction du pathogène par cytotoxicité qu'on va voir par la suite. D'accord? Alors, pour les monocytes, c'est des cellules qui ont une durée de vie dans le sang de 2 à 3 jours, alors qu'au niveau des tissus, on ne parle plus de monocytes, on parle beaucoup plus de macrophages. Et sa durée de vie, elle est de plusieurs mois. Elle représente 10% des leucocytes circulants. D'accord? Donc, le macrophage, en général, il assure la phagocytose et il assure beaucoup de fonctions déclenchant la réaction inflammatoire. Alors, pour le monocyte, normalement, lorsqu'il passe dans les tissus, il va subir des modifications morphologiques et phénotypiques. Donc, l'appellation de ce monocyte, elle change.
selon le tissu. Par exemple, si le monocyte se retrouve au niveau du poumon, on parle de macrophage alvéolaire. Si le monocyte se retrouve au niveau des séreuses, on parle de macrophage. Si le monocyte se retrouve au niveau de l'os, on parle d'ostéoclaste. Si le monocyte se retrouve au niveau du foie, on parle de cellules de Kupfer. Si les cellules de monocytes se retrouvent au niveau du système nerveux central, on parle de cellules microgliales. Si le monocyte se retrouve au niveau du rein, on parle de cellules mésangiales. Alors, une autre cellule qui appartient à l'immunité innée, c'est le mastocyte. Donc, le mastocyte, c'est des cellules qui se retrouvent dans les tissus. D'accord? C'est une cellule sentinelle. Elle assure la surveillance des tissus. OK? Donc, on remarque très, très bien qu'elle est très riche en granulation et ces granules contiennent beaucoup de substances qui déclenchent la réaction inflammatoire, comme par exemple l'histamine, les prostaglandines, le pafacéter, le leucotriène, etc. Donc, le mastocyte, il rentre dans le mécanisme déclenchant la réaction d'allergie qu'on va la voir, Inch'Allah, lors du dernier chapitre. Donc, cette photo, elle nous montre la dégranulation du mastocyte, c'est-à-dire que le mastocyte a libéré tous ses granules dans le milieu externe. Maintenant, on va voir la cellule dendritique. La cellule dendritique, déjà, pourquoi on l'appelle cellule dendritique? Parce que c'est une cellule qui a des pseudopodes, d'accord? Et ces pseudopodes aident la cellule à présenter l'antigène aux cellules de l'immunité spécifique, d'accord? Donc, c'est des prolongements cytoplasmiques de la cellule. En général, c'est une cellule sentinelle. Elle assure la surveillance des tissus. Une fois qu'elle a capté le pathogène, elle va migrer directement au niveau des organes lymphoïdes pour alerter les autres cellules de l'immunité spécifique. Donc, la cellule dendritique, au niveau de la peau, elle a un autre nom, on l'appelle la cellule de Langerhans. D'accord? Et elle a un rôle, c'est de présenter l'antigène au lymphocyte T4. Alors, la cellule dendritique, c'est une cellule sentinelle des tissus, donc elle assure la surveillance des tissus. Une fois qu'elle a capturé l'antigène, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, après capture de l'antigène, elle va migrer vers où? Vers les organes lymphoïdes. Par exemple, ici, le ganglion. Alors, comment cette cellule reconnaît son trajet vers le ganglion? Eh bien, elle va exprimer au niveau de sa membrane cytoplasmique le CCR7. HADA, c'est un récepteur membranaire des substances chimiotactiques de CCL19 et 21. HADO, c'est des substances chimiotactiques libérées par le parenchyme du ganglion. D'accord? Donc, le ganglion libère des chimiokines qui vont attirer la cellule dendritique vers lui. OK? Par la suite, une fois que la cellule dendritique arrive au niveau de la zone T, c'est-à-dire la zone des lymphocytes T4, elle va subir la maturation et elle va se transformer en cellule présentatrice de l'antigène qu'on va l'étudier en long et en large lorsqu'on va étudier l'immunité spécifique. Et on parle alors de maturation de la cellule dendritique. Alors maintenant, عرفنا les différentes cellules qui existent et qui sont fonctionnelles lors de l'immunité innée. Maintenant, chauffe-nous leurs fonctions. Alors, ces cellules de l'immunité innée, elles assurent plusieurs fonctions. Elles assurent la fonction de phagocytose, elles assurent la fonction de nétose et assurent la fonction de cytotoxicité naturelle. J'ai oublié d'ajouter, elle assure aussi la fonction de présentation de l'antigène, qu'on va la voir en long et en large lorsqu'on va étudier l'immunité spécifique. Alors, la phagocytose, elle est assurée par les cellules dendritiques, les polynucléaires neutrophiles et les macrophages. La nétose, ou bien
on peut dire le suicide cellulaire, c'est-à-dire le khaliya taqtal ruha pour détruire le pathogène. C'est une fonction qui est effectuée par les polynucléaires neutrophiles. La cytotoxicité naturelle, c'est une fonction réalisée par les naturels Keller. Alors, tout d'abord, on va commencer par la phagocytose. Alors, la phagocytose, ou la al-bal'ama, qui fait ça, on va voir toutes les étapes. La phagocytose, elle passe par l'étape, bien sûr, d'attraction, madertesh, on bat l'adhésion, on bat l'ingestion, la digestion et l'expulsion. Alors, l'attraction, il y a des substances chimiotactiques qui vont attirer le macrophage vers le pathogène. Après attraction, le pathogène se lie avec le macrophage grâce à un récepteur osmo, le PRR. Le PRR, on va le voir en détail, c'est un récepteur qui fixe le pathogène. Une fois que le macrophage a fixé le pathogène ou bien la bactérie, il va y avoir l'étape d'ingestion. Alors, la membrane cytoplasmique du macrophage, elle s'invagine pour entourer le pathogène et le mettre dans une vésicule d'endocytose. D'accord? Par la suite, je dis la phase de digestion. Alors, le phagosome, qui contient le pathogène, va s'unir avec les lysosomes. Donc, on aura l'union du phagosome et les lysosomes pour former ce qu'on appelle le phagolysosome. Alors, les lysosomes contiennent des enzymes qui vont assurer la digestion du pathogène. Bien sûr, après la digestion, le macrophage rentre dans la phase d'expulsion où les débris du pathogène, provenant bien sûr du pathogène, seront expulsés et éliminés vers l'extérieur. هذوما مراحل البلعمة. Maintenant, on va voir la nétose. La nétose, elle est réalisée que par les cellules polynucléaires neutrophiles. La nétose ou le suicide cellulaire. يعني البولينوكليير نوتروفيل هذه تقتل روحها باش تقتل الماكسيموم تاع les pathogènes. Alors, les polynucléaires neutrophiles, une fois qu'elle a reconnu le pathogène, elle est activée. Alors, واش يصراو لها؟ Deux phases يصراو لها, deux choses يصراو لها. Donc, la première, une phase cytoplasmique, ou la deuxième, une phase nucléaire. La phase cytoplasmique, واش يصرا؟ Alors, il va y avoir la désintégration de la membrane lysosomiale. Yani, la membrane lysosomiale sera là une lyse. Qui sera là une lyse, donc le lysosome va libérer tous ses enzymes dans le cytoplasme. En parallèle, le noyau, sera la décondensation de la chromatine et la rupture de la membrane nucléaire. Donc, la chromatine, mais les enzymes du cytoplasme, ils vont s'unir et former ce qu'on appelle les nets. Les nets, c'est une union entre les enzymes et la chromatine pour former genre un filet. Le filet, il sera expulsé vers l'extérieur pour attraper le maximum de pathogènes suite à une désintégration de la membrane cellulaire du polynucléaire neutrophile. Donc, كيشغل الشبكة معمرة بالأنزيمات، الشبكة تاع الكروماتين معمرة بالأنزيمات يطلقها البولينوكليير neutrophile في l'extérieur, bien sûr بعد ما تقتل روحها, pour attraper le maximum de pathogènes. Voici une photo de polynucléaire neutrophile non active et voici une photo de polynucléaire neutrophile après libération des nuts. هادوما les nuts. OK? Très bien. Maintenant, on va voir la troisième fonction qui est la cytotoxicité naturelle, bien sûr réalisée par les naturels killers. Alors, les naturels killers, ils ont des récepteurs membranaires. Je ne vais pas citer tous les récepteurs. كاين بزاف. نعطيكم غير deux exemples بزاف عليكم. Alors, عندنا le CD16 هذا واحد وعندنا le CD88
15 ligands ولا نسموه le phase ligand. هادو récepteurs موجودين في la membrane تاع les natural killer. OK. Alors نبداو بالاول le CD16 كي يتلاقى مع un complexe humain. Complexe humain معناتها c'est l'union entre anticorps et antigène. Alors le CD16 وين يلصق في le fragment FC. هذا هو le fragment FC تاع l'anticorps, c'est le fragment constant. Donc CD16 يلصق في le fragment FC تاع l'anticorps qui est lié à l'antigène. Une fois qu'il l'a fixé, il sera activé et on aura déclenchement de la mort de la cellule cible par nécrose. Donc, نشوفوا واش معناتها nécrose par la suite. Le deuxième récepteur, اللي هو le phase ligand, le phase ligand هذا كي يصيب un récepteur phase موجود في خلية bien sûr infectée ولا خلية سرطانية مثلا, il va se lier et le natural killer s'active, il va déclencher la mort de la cellule cible par apoptose. Donc, نشوفوا واش معناتها apoptose واش معناتها nécrose. نبداو بالnécrose. Alors, une fois que le natural killer a fixé le fragment FC des anticorps qui ont fixé l'antigène, il va y avoir activation des natural killers en libérant la perforine. Alors, la perforine, en présence de calcium, elle va se polymériser. D'accord? Elle va se polymériser pour former un canal de perforine. Donc, un canal de perforine dans une membrane cellulaire. Donc, c'est un trou. Automatiquement, une membrane trouée, elle va s'éclater. Donc, la nécrose, c'est une mort de cellules cibles par éclatement. OK? L'apoptose. Alors, l'apoptose qu'on a, elle est déclenchée par la liaison entre le phase ligand les natural killer et le phase exprimé au niveau de la cellule cible. Une fois qu'il y ait l'union entre le phase ligand et son phase, il va y avoir activation de toute une cascade enzymatique. Il va y avoir activation des caspases. C'est des enzymes qui يدخلوا داخل النواة ويprovoquer la destruction de l'ADN. Et une cellule sans ADN, elle va mourir et elle va déclencher l'apoptose de la cellule. Alors, voici un schéma qui nous montre une mort par nécrose et un schéma qui nous montre une mort par apoptose. Alors, la mort par nécrose, on a dit qu'il va y avoir formation des trous au niveau de la membrane cellulaire de la cellule cible. Et on aura gonflement de la cellule et désintégration de la cellule. Et tous les micro-organismes vont se retrouver dans le compartiment extracellulaire. Pour la mort par apoptose, la mort par apoptose, il va y avoir condensation de tous les micro-organismes, que ce soit mitochondrie, appareil de Golgi, réticulum endoplasmique, l'ADN et fragmentation, formant ainsi de corps apoptotiques. Donc, le macrophage, il va assurer la phagocytose. Alors, les corps apoptotiques, c'est des petites formations de membranes cytoplasmiques qui contiennent les petits micro-organismes. Par exemple, une petite formation de membrane cytoplasmique qui contient la mitochondrie. Par exemple, elle contient l'appareil de Golgi, etc. En fait, il dit le macrophage, il va nettoyer tout ça. Très bien. Alors, toutes ces fonctions, que ce soit la phagocytose ou bien la cytotoxicité naturelle ou bien la nétose, elles ne s'effectuent qu'il y a suite à suite à des étapes d'activation. Alors, ces étapes d'activation se passent par deux phases. La phase de reconnaissance, les khaliya de l'immunité innée reconnaissent le pathogène. Après reconnaissance, il va y avoir la synthèse des cytokines. OK? Donc, la reconnaissance, elle s'effectue entre le PAMP, c'est-à-dire Pathogen Associated Molecular Pattern, c'est-à-dire le pathogène, c'est des molécules qui constituent la paroi du pathogène.
D'accord? Le PAMP, il va se fixer sur le PRR, pattern, alors le récepteur de reconnaissance du pathogène. Le PRR, il se retrouve dans la membrane cytoplasmique des cellules de l'immunité innée, que ce soit macrophage ou bien polynucléaire ou neutrophile ou bien naturel killer, etc. Donc, il y a reconnaissance du PRR avec le PAMP, d'accord? Après reconnaissance, il y a déclenchement de toutes les fonctions qu'on a vues, la phagocytose, la nétose, etc. Et en même temps, il y a la synthèse et la libération des cytokines de l'inflammation qu'on va voir par la suite. OK? Alors, les PRR كاين عدة أنواع. Les récepteurs qui reconnaissent le pathogène كاين عدة أنواع. كاين des PRR اللي يديروا لنا la phagocytose. وكاين des PRR اللي يديروا لنا la signalisation, c'est-à-dire la production de cytokines de l'inflammation. نروحوا نشوفوا tout d'abord les PRR de phagocytose. Alors les PRR de phagocytose عندنا بزاف. عندنا les PRR qui se retrouvent au niveau de la membrane du macrophage, on a le CD14. Le CD14, il fixe les lipopolysaccharides des bactéries. D'accord? Il fixe les lipopolysaccharides des bactéries. D'accord? Très bien. On a le récepteur du mannose, il fixe le sucre mannose qui se retrouve au niveau des bactéries. On a le récepteur N-formylméthionine. C'est un récepteur qui fixe l'acide aminé qui constitue la paroi d'une bactérie, par exemple. Alors, le CR3 et le CR4, c'est des récepteurs qui fixent l'opsonine. L'opsonine, il y a la C3B. On parle de choufouha lorsqu'on va étudier le complément. La C3B, elle facilite elle facilite la phagocytose. On a le récepteur du glycane. Le récepteur du glycane, il fixe tout ce qui est sucre au niveau d'une paroi d'un pathogène. D'accord? Il y a pas mal de récepteurs. On a les récepteurs éboueurs aussi. Aussi, ils assurent la phagocytose. OK? On a aussi les PRR de signalisation. Alors, les PRR de signalisation, il y a des PRR membranaires ou des PRR endosomiques. D'accord? Pour les PRR membranaires, par exemple, on a le TLR1, on a le TLR2, le TLR4, le TLR5. Alors, c'est des PRR qui déclenchent au niveau du noyau la synthèse et la libération de cytokines. مثلا, نعطوا un exemple, le TLR5, il fixe les bactéries qui ont le flagelle. En général, il déclenche au niveau du noyau la synthèse et la libération de la cytokine 5, ou là, l'interleukine 5. Alors, le cas par exemple, les TLR au niveau du noyau. D'accord? Qu'il y a un bzef, qu'il y a un TLR3, TLR7, TLR8, TLR9. C'est des TLR qui fixent le pathogène qui rentre à l'intérieur de la cellule. D'accord? Par exemple, le virus, le TLR3, il fixe l'ARN double brin d'un virus. Par exemple, le TLR7 et 8, il fixe l'ARN simple brin d'un virus. Par exemple, le TLR9, il fixe l'ADN d'une bactérie qui se développe à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est des TLR cytoplasmiques. D'accord? Une fois qu'ils ont fixé, par exemple, le virus, ils vont déclencher la synthèse au niveau du noyau d'une cytokine appelée par exemple l'interféron gamma qui va déclencher l'immunité à médiation cellulaire. D'accord? Donc, en fonction du type de pathogène
qui existe ou qui a pénétré à l'intérieur du corps, on aura plusieurs types de cytokines libérées et on va voir tout ça en détail lorsqu'on va étudier l'immunité humorale, Inch'Allah. Très bien. Donc, la libération des cytokines a un effet local et un effet général. Tout d'abord, on va commencer par l'effet local. L'effet local, donc, on aura toutes les étapes de la réaction inflammatoire, c'est-à-dire migration, diapédèse, activation des afflux et des autres cellules. Donc, alors, un effet local, c'est-à-dire local, يعني وين دخل le pathogène, le lieu où il دخل le pathogène. Une fois que le pathogène a été fixé par les cellules de l'immunité innée, il va y avoir libération des cytokines de l'inflammation locale. من بينها مثلا le TNF alpha. Alors, le TNF alpha, واش يدير في le vaisseau sanguin تاع هذاك التيسو. Il va inhiber l'expression des cadérines. Donc, il n'y aura plus d'expression des cadérines. C'est pour augmenter la perméabilité endothéliale. يعني باش زوج خلايا نتاع le vaisseau sanguin يتباعدوا شويه باش الخلايا المناعيه تقدر تدخل au niveau des tissus. D'accord? Et aussi, le TNF alpha, il stimule la synthèse des sélectines. Donc, عندنا زوج حوايج يديرهم. Le TNF alpha, il inhibe la synthèse des cadérines pour augmenter la perméabilité vasculaire et il synthétise les sélectines. C'est des molécules d'adhésion qui facilitent la fixation des polynucléaires neutrophiles. OK? Et bien sûr, pour assurer le phénomène, tout cela, c'est pour assurer le phénomène de la diapédèse. C'est quoi la diapédèse? Alors, ici, c'est le compartiment sanguin et ici, c'est le compartiment tissulaire. يعني هنايا les bactéries راهم هنا. Donc, le polynucléaire neutrophile, واش راح يدير؟ عنده des récepteurs membranaires واسمهم le sialyl Lewis X. Donc, tout d'abord, il va assurer le roulement. La première étape, il va assurer le roulement. Le roulement, il s'effectue grâce à une liaison et rupture entre le sialyl Lewis et les sélectines. D'accord? Donc, une liaison et une rupture entre sialyl Lewis et sélectine, c'est ça qui va assurer le roulement du polynucléaire neutrophile au niveau de la paroi endothéliale. على بالكم باللي كالدم عنده سرعة كبيرة. دونك لازم حاجة تفريني هاد الخلايا اللمفاوية البيضاء باش تقدر تدخل au niveau du tissu. Donc, on a tout d'abord la liaison et la rupture entre le sialyl Lewis et les sélectines qui va assurer le roulement. En bas, dès que il y a libération des chimiokines de la réaction inflammatoire, les chimiokines هما اللي يقولوا البولينوكليير نوتروفيل ما تبداش ترولي حبس رالونتي شويه. D'accord? Par la suite, il va y avoir au niveau du polynucléaire neutrophile expression des intégrines et expression au niveau de l'endothélium des ligands les intégrines. Les ICAM1. Très bien, le polynucléaire neutrophile, il s'accre avec une adhérence stable entre le polynucléaire neutrophile et la paroi endothéliale. Donc, la liaison s'effectue entre l'intégrine et les ICAM1. Très bien, par la suite, le polynucléaire neutrophile, le lieu de la réaction inflammatoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va assurer la diapédèse, c'est-à-dire l'entrée du polynucléaire neutrophile dans un endroit où les deux cellules endothéliales ont été écartées. Le TNF-alpha inhibe la formation de cadérine pour augmenter la perméabilité vasculaire. Le polynucléaire neutrophile, sable endothélium واسع, donc يقدر يدخل grâce aux molécules CD31. La diabète sera qui شغل un tapis roulant. Le polynucléaire neutrophile, il un tapis roulant, il va se retrouver au niveau du tissu
où il y a la réaction inflammatoire. Donc, c'est l'effet local. L'effet général, donc les cytokines de l'inflammation, comme l'interleukine 1, 6, ils vont utiliser la circulation sanguine pour dire au système nerveux central d'augmenter la température corporelle. Ils vont utiliser la circulation sanguine pour dire au foie de libérer toutes les protéines de l'inflammation, c'est-à-dire libérer le CRP, l'aptoglobine, etc. Les cytokines, ils vont dire à la moelle osseuse de faire une hyperleucocytose, une forte production de toutes les leucocytes, que ce soit les B, les T, les macrophages, etc. D'accord? Là, c'est pour secourir les cellules du système immunitaire au niveau de la réaction inflammatoire. Très bien. Donc, c'est un schéma, un bilan qui va nous rassembler tout ce qu'on a dit concernant l'immunité innée. Donc, là, c'est la chronologie de la réaction inflammatoire. Donc, je représentais ici la peau et ici un vaisseau sanguin. Alors, la peau, c'est une barrière qui empêche la pénétration du germe. Mais dès qu'elle est blessée suite à une épine, par exemple, on aura pénétration du pathogène. Donc, le pathogène, c'est le PAMP. Alors, la première cellule qui sera activée, c'est les mastocytes. Les mastocytes, ils ont un PRR qui vont fixer le PAMP. Une fois qu'elle a fixé le PAMP, le mastocyte va dégranuler. Il va libérer l'histamine, les prostaglandines. Alors, prostaglandine, elle va stimuler les nocirécepteurs, c'est-à-dire déclencher la douleur. C'est des terminaisons nerveuses. D'accord? Et l'histamine, elle va provoquer la vasodilatation. Le sang, le vaisseau sanguin, c'est pour ramener le maximum de cellules sanguines vers le lieu de la réaction inflammatoire. Les cellules dendritiques. Il y a une cellule sentinelle. OK? Elle va fixer le pathogène, le PAMP, par le PRR. Elle va le phagocyter, mais le tissu. Elle va utiliser la circulation lymphatique pour aller où? Pour aller vers les organes lymphoïdes, lieu des cellules de l'immunité spécifiques, afin de les activer. OK? Très bien. Donc, on a aussi le macrophage au niveau du tissu. C'est une cellule aussi sentinelle. Elle va fixer le PAMP, c'est-à-dire le pathogène, par le PRR, et elle va libérer les chimiokines. Les chimiokines, leur rôle, c'est d'attirer le maximum de cellules, par exemple les polynucléaires neutrophiles, les monocytes. Et elle va libérer le TNF-alpha. Le TNF-alpha, il inhibe l'expression des cadérines, donc la paroi endothéliale tarade, pour augmenter la perméabilité. Et elle déclenche l'expression des sélectines. Les sélectines. OK? Donc, les polynucléaires neutrophiles qui jouent, automatiquement, ils ont une forte concentration de chimiokines qui va les attirer. Les sélectines, ils vont assurer le mécanisme de diapédèse et ils rentrent vers le tissu afin de se transformer en macrophage si c'est un monocyte, et le polynucléaire neutrophile, il va assurer sa fonction soit de phagocytose, soit de nétose pour détruire le pathogène. Donc, c'est un schéma bilan qui regroupe tout ce qu'on a dit. En général, les signes cliniques de la réaction inflammatoire sont la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. La douleur, d'accord? Les prostaglandines. وثاني كيجوا الخلايا بزاف هنايا au niveau du tissu de la réaction, au niveau de la réaction inflammatoire, خلايا بزاف راح تضغط على les terminaisons nerveuses, aussi elles vont provoquer aussi de la douleur. هذه واحده. La rougeur منين تجي؟ comme la vasodilatation va permettre le passage des cellules sanguines, mais le compartiment sanguin vers le compartiment tissulaire. Donc, c'est pour ça que le tissu, il est nahmar, parce que les cellules sanguines sont de couleur rouge.
la chaleur, un peu comme la température du tissu, elle est de 34 degrés Celsius, alors que la température du sang, elle est de 37 degrés. Donc, le déplacement du sang vers le tissu va augmenter la température. Le gonflement, et bien sûr, il fait suite à ce passage, à cette diapédèse d'une grande quantité de cellules du système immunitaire. C'est ça qui a provoqué ce gonflement. Alors, les fonctions des macrophages, mais de la phagocytose. Donc, le macrophage, il n'assure pas que de la phagocytose, d'accord? Il n'assure pas que la libération des cytokines pour déclencher l'inflammation. Il assure d'autres choses. Le macrophage, il assure la présentation de l'antigène qu'on va l'étudier lorsqu'on va étudier l'immunité spécifique. Et aussi, il assure une autre fonction, c'est la fonction anti-inflammatoire. C'est-à-dire, lorsque le système immunitaire a détruit le pathogène, le macrophage, il va libérer ses cytokines, comme par exemple l'interleukine 10, le TGF, bêta. C'est des cytokines qui vont déclencher la phase de cicatrisation et de réparation des tissus. OK? Très bien. Maintenant, on va voir la barrière humorale de l'immunité innée. La barrière humorale de l'immunité innée se base sur le complément. Le complément, c'est quoi? C'est un système de protéines qui a une activité enzymatique, d'accord? Mais il est inactif lorsqu'il n'y a pas pénétration du pathogène. Il circule dans le sang, le complément. C'est beau, mais pour ça, qui ne pathogène, il n'est pas activé. Il n'est activé que lorsqu'il y a pénétration du pathogène. Et l'activation du complément, elle s'effectue par cascade. D'accord? La cascade, on va la voir par la suite. D'accord? Donc, en général, le protéine du complément, elle est synthétisée par le foie. Elle est sous une forme inactive. Elle n'est activée que s'il y a présence du pathogène. OK? Donc, le complément a plusieurs rôles. Une activité enzymatique, un rôle de récepteur membranaire, ou un rôle de protéine de régulation qu'on va voir par la suite. Alors, les rôles les plus importants du complément, en général, le complément, suite à son activation par la voie classique, la voie des lectines et la voie alterne, donc nous verrons en détail. راح نشوفوا غير la voie classique et des lectines, هذه نحيتها لكم باش نقصوا شويه من programme. OK? Donc, suite à l'activation du complément, le complément sera activé pour donner soit des opsonines. Les opsonines, c'est quoi? C'est des petites molécules de protéines du complément activé, C3b, qui va parsemer la paroi du pathogène. يعني تعمر la membrane du pathogène. Donc, qui dit le macrophage ou le phagocyte, il chauffe le pathogène معمر بالopsonine, ياكلها. يدير عملية الابتلاع. Donc, c'est ça l'opsonisation. OK? C'est de faciliter la phagocytose. Le deuxième rôle, le complément, c'est une fois qu'il est activé, il va y avoir production des anaphylatoxines, de la C3A et la C5A. C'est des substances chimiotactiques. Elle attire les cellules de l'immunité au lieu de la réaction inflammatoire et elle déclenche la libération des cytokines de l'inflammation. Alors, le complément tianykite activant, on aura la formation du complexe d'attaque membranaire. Le complexe d'attaque membranaire, c'est des protéines qui vont former un trou au niveau de la paroi de la bactérie. Et un trou au niveau de la paroi va provoquer la lyse. Et aussi, le complément, il va stimuler le système de l'immunité spécifique, qu'on va voir lorsqu'on va étudier l'immunité spécifique, et il va provoquer la clairance, c'est-à-dire le complément, il va aider les macrophages à nettoyer le milieu des débris de l'agent pathogène et des débris cellulaires. Alors, le complément, son activation. Normalement, l'activation du complément, elle va s'effectuer par la voie classique et la voie des lectines. Je ferai les deux voies. Et l'activation du complément, elle va aboutir à deux fractions. Une fraction soluble et une fraction insoluble.
Une fraction soluble, c'est un complément qui est actif, qui circule librement. La fraction insoluble, c'est une fraction de complément qui est active, mais qui est fixée sur la cellule cible infectée ou le pathogène. Très bien. Donc, hadi, c'est la voie des lectines, ou hadi, c'est la voie classique. نشوفوا d'abord الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم أنه la voie classique, elle est activée par le complexe IMA, المعقد المناعي, اللي هي la liaison entre l'anticorps et l'antigène. Donc, qui يكون معقد مناعي, qui يكون un complexe IMA, la voie classique, elle est activée. La voie des lectines, elle est activée par la présence de bactéries, qu'est-ce que les anticorps là, de bactéries عندهم في la structure membranaire le mannose. D'accord? هذا الفرق الأول ما بين هاد les deux voies. الفرق الثاني, la deuxième différence, c'est que dans la voie classique, il va y avoir activation du C1Q, alors que dans la voie des lectines, il va y avoir l'activation de la MBL, mannose binding lectine. D'accord? هذا هو الفرق الوحيد ما بين la voie classique et la voie des lectines. أما الباقي تاع la cascade d'activation du complément, elle est identique. OK? Très bien. نبداو بلا voie classique. قلنا la voie classique, elle est activée par un complexe IMA. D'accord? Le complexe IMA هو l'antigène, هذه هي la paroi de l'antigène, وهذا l'anticorps. L'anticorps a fixé la paroi de l'antigène, donc ils ont formé un complexe IMA. Il dit le C1Q, d'accord? Le C1Q, c'est le premier élément du complément qui va s'activer, d'accord? Grâce à ces deux têtes, bien sûr globulaires, ils vont fixer le fragment FC de deux IgG, d'accord? De deux anticorps. Le fragment constant, il se les têtes globulaires du C1Q. Une fois que la liaison s'effectue, il va y avoir activation des sérines estérases, les C1R, C1S. C'est des enzymes. Une fois activée, la C1S, elle va cliver, le complément رقم 4 ou le complément رقم 2. تقسمهم en deux fractions. Une fraction soluble, هذه اللي تسيركولي في الدم, ou une fraction insoluble, هذه تتفيكسا فوق la paroi du pathogène. Le C2, il cliva en deux. Une fraction soluble, هذه تسيركولي في الدم, ou une fraction insoluble, تتفيكسا sur la paroi du pathogène. Alors, la C4B, C2A, ils vont former la C3 convertase. C'est une autre enzyme qui va cliver le complément numéro 3 en une fraction soluble et une fraction insoluble. La fraction soluble, elle circule dans le sang. C'est une anaphylatoxine qui va déclencher l'inflammation. Et la C3B, c'est une opsonine. Elle se fixe sur la paroi du pathogène pour faciliter l'opsonisation, et faciliter la phagocytose. Donc, elle est la voie, l'activation du complément par la voie classique. La voie des lectines. Alors, قلنا باللي كاين une paroi تاع un pathogène qui contient le sucre mannose. D'accord? Donc, le sucre mannose, c'est lui qui va activer la MBL, mannose binding lectine. Donc, les têtes globulaires de la MBL, elle va fixer le mannose et elle va s'activer. Et elle va activer la MASP1 et la MASP2, c'est des protéases qui vont cliver la même chose, le complément numéro 4 et le complément numéro 2, en une fraction soluble, circulée et une fraction insoluble qui sera fixée sur la paroi du pathogène. Et le complément 2, en une fraction soluble, circulée et une fraction insoluble qui sera fixée sur le pathogène, formant ainsi la C3 convertase de la voie des lectines. Alors, la C3 convertase, elle va cliver le complément numéro 3 en une fraction soluble, la C3A, déclenchant l'inflammation. C'est une anaphylatoxine. Et en C3B, qui va se fixer sur la paroi du pathogène, c'est une opsonine qui va assurer l'opsonisation, c'est-à-dire faciliter la phagocytose. Les deux voies, que ce soit classique ou la des lectines,
aboutissent à la formation du complexe d'attaque membranaire. احنا وصلنا في la C3 convertase hier. On a la C3 convertase, elle va cliver le complément 3 en C3A, C3B. D'accord? La C3A, c'est une anaphylatoxine et la C3B, c'est une opsonine. Et elle peut se lier aussi avec la C4B-C2A pour former la C5 convertase. La C5 convertase, elle va cliver le complément 5 en une fraction soluble, circulée il y a la C5A, c'est une anaphylatoxine qui va déclencher la réaction inflammatoire, et une C5B, elle va se fixer sur la paroi du pathogène. Alors la C5B, C6, C7, C8, وطناش الموليكول تاع C9 provoquant un trou, un pore au niveau de la paroi du pathogène, entraînant la lyse du pathogène. D'accord? Normalement, j'ai ici une vidéo qui va nous montrer d'une façon animée toutes les étapes qu'on a vues pour mieux comprendre les étapes de l'activation du complément. OK? Tout d'abord, on va commencer par la voie classique. Alors, ça, c'est la paroi de l'antigène. La paroi de l'antigène sera agglutinée par un anticorps. Donc, la liaison entre anticorps et l'antigène vont former un complexe IMA. Donc, lorsqu'on parle de complexe IMA, on parle de la voie classique. Donc, il dit le C1Q, c'est le premier complément qui intervient dans la voie classique. Donc, le C1Q, il va se lier à deux fragments FC de deux immunoglobulines. Une fois qu'il a lié ces deux fragments FC, il va y avoir l'activation du C1R et du C1S, c'est des enzymes. Les enzymes, c'est eux qui vont assurer le clivage du complément 4 et du complément 2 en une fraction soluble et une fraction insoluble. Voilà le complément 4, fraction soluble, fraction insoluble. La fraction soluble, elle va circuler et la fraction soluble, elle va se fixer sur la paroi du pathogène. Et si je le dis, le complément 2, il sera clivé en une fraction soluble et une fraction insoluble. Voilà le complément numéro 2. Il sera clivé par ces enzymes en une fraction soluble qui circulera. La fraction insoluble se fixe avec le C4B, formant la C3 convertase. D'accord? La C3 convertase, elle va cliver le complément 3 en une fraction soluble qui circule, une fraction insoluble qui va se fixer sur la paroi du pathogène, formant la C5 convertase. D'accord? La C5 convertase, elle va cliver le complément numéro 5. Voilà, elle va cliver le complément numéro 5. Attendez. Elle va cliver le complément numéro 5, c'est-à-dire la C5 convertase, en une fraction soluble, la C5A, elle circuler et elle va provoquer l'inflammation, ou la C5B, elle va se fixer sur la paroi du pathogène. Alors, les fractions solubles, la C5A, la C3B, qui circulent dans le sang, c'est des anaphylatoxines. Elles vont déclencher et stimuler la libération par les mastocytes et les basophiles de l'histamine. L'histamine, c'est un puissant vasodilatateur. OK?
Maintenant, on revient à la fraction soluble, c'est-à-dire la fraction qui se fixe sur la paroi du pathogène. Alors, la C5B, elle se fixe sur la paroi du pathogène. La C6, la C7, la C8 et 12 molécules de C9 provoquant un trou au niveau de la paroi du pathogène et la lyse du pathogène. C'est le complexe d'attaque membranaire. OK? On revient maintenant au cours. Très bien. Donc, le complément, il faut qu'il y ait un système de régulation du complément parce que sinon, nos cellules ils seront attaquées par le complément. D'accord? Alors, nos cellules, c'est-à-dire les cellules saines du corps, ils seront protégés contre l'action destructrice du complément grâce à des molécules qui sont fixées au niveau de la cellule saine et grâce à des molécules qui circulent. Par exemple, le C1 inhibiteur, c'est une enzyme qui va inactiver le C1Q de la voie classique. D'accord? Attendez que j'active le curseur. Le pointeur plutôt. Alors, le C4BP et le C4BP de la voie classique et lectine, ils vont dissocier la C3 convertase. D'accord? La protéine S, c'est une protéine qui va inhiber la formation du complexe d'attaque membranaire sur les cellules saines. Donc, la protéine S, C4BP et le C1 inhibiteur, c'est des protéines circulantes régulatrices du complément. On a des protéines qui sont fixées sur la paroi ou bien la membrane des cellules, de nos cellules saines. Par exemple, si je prends comme exemple, on a le DAF, le CD55, il assure la dissociation de la C3 convertase. D'accord? Par exemple, le CD46, le MCP, on peut l'appeler aussi le MCP, et le CR1, ils dissocient la C5 convertase. يعني ما يخلوش هاد les enzymes يخدموا au niveau de la paroi des cellules saines du corps. D'accord? Le CD59, c'est une protéine régulatrice du complément fixée sur la paroi de la cellule humaine, la cellule saine. La CD59, elle va inhiber la formation du complexe d'attaque membranaire. Donc, sans les protéines régulateurs du complément, nos cellules, elles vont se retrouver attaquées par le système du complément activé. Donc, il faut qu'il y ait un système de protection. Maintenant, on va voir, on a dit que parmi les rôles du complexe IMA, la première diapo, on a dit que le rôle du complément, voilà. Alors, on a dit que le rôle du complément, شفنا l'opsonisation, شفنا les anaphylatoxines et leur rôle, شفنا le complexe d'attaque membranaire. Pour l'immunité spécifique, l'immunité spécifique, on va apprécier le rôle du complément durant le cours de l'immunité spécifique. Maintenant, on va voir la clairance. La clairance, c'est-à-dire que le complément va aider les macrophages à nettoyer les débris. D'accord? Alors, comment il s'effectue le nettoyage? Il s'effectue comme suit. Alors, voici un complexe IMA qui a été parsemé par des opsonines. Ce qui est en vert, c'est des opsonines. Alors, les globules rouges ont un récepteur appelé le CR1 qui fixe les opsonines qui ont fixé le complexe IMA. D'accord?
Parce que le complexe IMA, sinon il bouche, sinon il va provoquer un bouchon. Il va y avoir la formation d'un bouchon, un gaillot de sang au niveau des vaisseaux sanguins. Et c'est très dangereux pour la santé humaine. Donc, il faut nettoyer le complexe IMA. Comment le nettoyer? C'est grâce aux globules rouges. Les globules rouges ont des récepteurs au niveau membranaire, le CR1, qui fixent la C3b, l'hyalopsonine, et la C3b qui a parsemé le complexe IMA. En bas, il dit le facteur I, le facteur I, il inhibe le complément C3b pour ne pas provoquer la lyse des globules rouges. D'accord? Alors, les globules rouges au niveau du foie, ils vont libérer le complexe IMA opsonisé. Le foie, qui est la cellule de Kupfer, c'est une cellule qui assure la phagocytose. Elle va fixer le complément C3b qui a fixé le complexe IMA grâce au CR4 ou le CR3. Et c'est le foie qui va assurer la dégradation et le nettoyage du complexe IMA, des débris. Pourquoi cette déviation de clairance ou bien de nettoyage? C'est pour sauvegarder l'intégrité des tissus. Voilà, on en a terminé avec le premier chapitre, Inch'Allah, pour voir le deuxième chapitre lié à l'immunité spécifique. Salam alaikum.